Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on a patienté quelques minutes pour avoir l'ensemble des participants qui se connectent. Je vous propose qu'on démarre. Donc, merci à tous et à toutes de nous rejoindre pour ce webinaire au sujet de la prédiction de trésorerie grâce à l'IA. Je vous propose qu'on attaque directement et qu'on commence à dérouler les diapositives pour qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. Alors, je vous propose qu'on commence par une rapide présentation. On va enchaîner ensuite sur le sommaire de ce qu'on va se dire pendant les 45 minutes qui viennent. Je prends la parole. Donc, je m'appelle Xavier Gardiès, je travaille chez Micropole, je suis l'associé en charge des activités qu'on appelle finance, transformation et performance, qui sont les activités qui regroupent l'ensemble des compétences et des services qui sont liés à la transformation de la fonction finance, que ce soit sur les sujets qui sont plus attraits à la corporate finance du côté comptabilité ou du côté contrôle de gestion, et à la technologie et au digital lié à ces sujets-là. Voilà, et moi je suis Édouard Beauvois, donc je suis l'un des fondateurs et CEO de AI Evidence, et on le verra durant la présentation. AI Evidence offre une solution qui est en fait dédiée à aider les entreprises à transformer la façon dont elles gèrent le cash et le recouvrement, et ça en utilisant l'intelligence artificielle. Merci Édouard. Alors je vous propose qu'on passe au sommaire. Donc, de quoi va-t-on parler pendant ces minutes qu'on va partager tous ensemble? Donc, on va très rapidement vous parler de Micropole et d'Evidence, mais l'objectif, c'est vraiment pas de rentrer dans une présentation institutionnelle. L'idée, c'est juste se dire pourquoi aujourd'hui on fait ce webinaire ensemble. On va très vite aller vers une première partie où on va parler de l'intelligence artificielle pour la finance. Donc, c'est une partie qui va nous permettre de démystifier, donc de revenir sur les grands concepts de l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que c'est. Le but, c'est de repartir et d'être à l'aise avec le concept. Donc, on va repartir un petit peu de cette base. On ira vers une deuxième section plus concrète sur les enjeux et le contexte qui sont liés aux aspects de trésorerie et de recouvrement pour vous dire exactement de quoi on parle au sein de nos métiers. Ce qui nous amènera directement vers une quatrième section qui est quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur les activités de trésorerie et de recouvrement au sein des entreprises. Et donc là, on va rentrer dans du concret, notamment autour de la solution Evidence et de comment, grâce à cette solution, on peut mieux gérer, grâce à l'IA, la trésorerie et le recouvrement. Et on aura quelques questions-réponses à la fin, un espace qui vous permettra de vous exprimer, de poser vos questions. Et vous allez voir, on a quelques questions à vous poser également en interactif et en dynamique au cours du webinaire. Allez, c'est parti. On commence par l'aspect présentation des deux sociétés, puis présentation un petit peu de ce qu'on fait ensemble. Donc, on va dire un mot rapidement. Donc, Micropole, pour ceux qui nous connaissent, c'est une entreprise d'environ 1200 personnes. On travaille principalement sur les activités liées au data et au digital. Et on a cette particularité d'être à mi-chemin entre un cabinet de conseil et une ESN spécialisée. Ce qui fait qu'on est capable d'accompagner du conseil jusqu'à l'exécution et la mise en œuvre de solutions digitales. Et donc, au sein de cette entreprise, on a une activité spécialisée sur les aspects de transformation de la fonction finance, au sein de laquelle à la fois on mène des activités de conseil, d'assistance et maîtrise d'ouvrage et de mise en œuvre de solutions digitales à destination du directeur financier, du contrôleur de gestion et de l'ensemble des équipes de la direction financière. Voilà, et nous de notre côté, eh bien, comme je le disais en introduction, en me présentant, Evidence est un éditeur de solutions logicielles orienté intelligence artificielle et surtout orienté finance, et avec un objectif qui est vraiment la standardisation de l'intelligence artificielle appliquée à la finance, et dans ce cas-ci, de manière plus précise, à la gestion du cash et du recouvrement. Merci Édouard. Et donc effectivement, pourquoi aujourd'hui ce webinaire? Dans le cadre des activités de Micropole, on a choisi de travailler avec Evidence, et Evidence a accepté de travailler avec nous dans le cadre finalement d'une activité d'incubation au sein de laquelle les activités modernes, innovantes, à forte valeur ajoutée sont développées conjointement à la fois par le partenaire et par Micropole, ce qui nous permet de travailler ensemble pour délivrer de la valeur à la fois avec des solutions modernes et innovantes et à la fois avec l'expérience et les équipes de Micropole qui viennent pour mener les projets et faire le conseil autour de cette solution innovante. Ce qui fait que pour vous, c'est un seul point de rencontre. C'est des compétences complémentaires autour de l'IA, de la trésorerie, du recouvrement, puis des activités projets digitaux et puis conseil finance. Et puis évidemment, c'est une innovation à la pointe et une expertise à la pointe grâce à ce partenariat. Edouard, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot sur ceci.
Non, non, écoute, c'est très bien. Parfait. Allons-y. Allons directement vers l'aspect IA pour finance. Donc voilà, je vous le disais, l'idée ici, c'est de démystifier. Donc, on va repartir un petit peu du concept. L'objectif, c'est de se dire, voilà, nous, on travaille tous au sein de la direction financière. L'intelligence artificielle, c'est encore un petit peu de ce qu'on appelle de l'IA washing. Donc, on l'utilise un petit peu à tout va pour en parler sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Donc, c'est vrai que l'IA, c'est né il y a très, très longtemps. On se disait déjà au XVIIe siècle, Galilée disait que toute la nature n'est que mathématique. Donc, on avait déjà l'idée que la pensée pouvait être modélisée à travers une notion informatique. Ça s'est concrétisé au XIXe siècle. Les mathématiciens et les philosophes pensaient qu'il était possible de reproduire le fonctionnement de l'humain par l'usage d'une machine et disaient que la pensée, finalement, comme tout ce qui se produit dans la nature, n'est que le résultat de calculs mathématiques. Donc, ce concept a évolué. Finalement, ce qu'on pensait être très simple a mis du temps à se concrétiser. On arrive un petit peu dans les années 50 à une conférence à Dartmouth où John McCarthy et Marvin Minsky, les pères fondateurs de l'intelligence artificielle, ont travaillé sur ce concept d'un point de vue des sciences cognitives et de l'informatique. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut quand même ne pas fixer d'objectifs trop élevés à ce concept, d'accord? Parce qu'on a souvent tendance à être extrêmement exigeant envers l'intelligence artificielle et à imaginer que quand on parle de l'intelligence artificielle, on attend à ce que ce soit exactement la reproduction de la complexité de l'être humain tel qu'il est aujourd'hui. L'intelligence, aujourd'hui, c'est, alors si on revient à l'étymologie des termes, hein, sur la partie de la définition, c'est ni plus ni moins l'idée que de faire un choix, une sélection au moyen de quelque chose qui contrefait la nature, donc qui limite. Hein, d'accord? Donc globalement, on se dit, on imite la nature. Et à partir de là, on comprend, et c'est la diapositive qu'on a actuellement sous les yeux, que quand on parle de ce concept, finalement, il faut qu'on donne à l'intelligence artificielle uniquement cette volonté de reproduire certains aspects de l'être humain. Ça peut être des fonctions réceptives, donc on parle d'acquisition, de traitement, de classification, de l'intégration de l'information. Les fonctions de mémoire et d'apprentissage de l'être humain, c'est tout ce qui permet le stockage et le rappel d'informations. Et là, on comprend très bien quand on dit ça qu'un simple disque dur d'ordinateur contrefait l'humain dans sa capacité à mémoriser. Quelque part, on parle déjà d'intelligence artificielle. Le raisonnement et la pensée, c'est tout ce qui est l'organisation et la réorganisation mentale de l'information et son utilisation. Donc, c'est peut-être là où c'est le plus complexe parce que c'est là où on a toutes les fonctions de décision. Les fonctions expressives qui rendent possible la communication, ça peut être la parole. Donc là, on comprend qu'un GPS qui vous parle, quelque part, il fait preuve d'une forme d'intelligence en vous parlant. Et des fonctions exécutives qui sont celles qui prennent les décisions et qui mènent les actions. Ça pourrait être, par exemple, un robot à proprement parler. Une fois qu'on a dit ça, et ça c'est important, aujourd'hui on a de l'intelligence artificielle qui peut se matérialiser dans nos systèmes d'information et dans nos outils informatiques sur des fonctions qui peuvent être très précises de la reproduction de ce que fait un être humain. D'accord? Un GPS, aujourd'hui, on peut dire qu'il est intelligent. Aujourd'hui, un robot qui fait de la peinture dans une usine de voitures, on ne le trouve pas intelligent, mais si votre animal de compagnie peignait les voitures avec la même précision et la qualité qu'un robot dans une usine, on se dirait que ce chien ou cet animal de compagnie est formidablement intelligent. Donc voilà, il faut qu'on arrête de fixer des objectifs d'intelligence élevés à l'IA. C'est plus simple que ça. Et donc, si on passe sur la diapositive suivante, pour aller vers du concret, donc, alors on va y arriver, on y est. Donc, on se rend compte que pour le… alors, sur la suivante, Edouard, si je peux me permettre… Voilà, super, merci beaucoup. Donc, d'un point de vue concret dans nos métiers, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle? Alors, on peut extraire la valeur des données du passé, c'est-à-dire utiliser les données du passé pour mener des analyses grâce à l'intelligence artificielle qui va permettre de détecter des événements, par exemple dans un grand volume de données, et de voir des tendances, des choses qui n'apparaîtraient pas uniquement par l'analyse humaine. On peut également prédire l'avenir, donc toujours en se fondant sur les données du passé. Hein, vous comprenez bien que la donnée, c'est la matière première de l'intelligence artificielle. Et ben, en utilisant les données du passé, on peut construire des tendances, construire des prédictions qui permettent de voir comment ça pourrait se passer dans l'avenir avec un bon degré de précision. On peut faciliter l'accès à l'information. Là, on est peut-être plus dans des choses qui permettent, grâce à l'IA, d'accéder plus facilement à de l'information parce que vous avez un moteur de recommandation, un système qui vous propose des analyses,
un système qui vous permet de dialoguer avec lui plus facilement grâce à l'intelligence artificielle, notamment grâce à du conversationnel et à des commandes vocales, par exemple, ou même gestuelles. On améliore évidemment l'efficience, donc en automatisant de manière intelligente les actions et les décisions. Aujourd'hui, on parle de robotisation et de RPA. Demain, on parle beaucoup de smart automation. Donc, globalement, c'est des programmes de robotisation qui étaient plutôt simples au départ et qui s'enrichissent de moteurs, de décisions, des règles métiers, etc., etc. Et puis, on peut aussi utiliser les données non financières au sein de la direction financière, qui sont même parfois elles-mêmes issues de l'IA ou de l'Internet des objets, et qui permettent d'être croisées avec les données financières. Et tout ceci, grâce à de l'analytique et grâce à de l'IA, permet de faire ressortir des choses. On peut également penser à du scoring au sein des banques ou des assurances, à des moteurs de calcul de prix ou du scoring de dossiers de crédit ou du scoring de dossiers d'assurance, par exemple. Et donc, une fois qu'on a dit tout ceci sur l'intelligence artificielle, donc ça nous mène directement à comment on va l'utiliser de manière plus concrète dans la solution Evidence et pour la trésorerie. Donc là, je laisse ça. Merci Xavier. Oui, moi je voudrais juste reprendre deux des points que tu as cités qui sont vraiment importants en fait pour la gestion de trésorerie, du recouvrement, qui sont à la fois la notion de prédiction et à la fois la notion d'accès à de l'information. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que finalement, dans les apports de l'intelligence artificielle à la trésorerie et au recouvrement, ce que l'on va pouvoir faire, et ce que l'on montrera tout à l'heure, c'est d'abord de pouvoir prédire quand exactement les clients vont honorer leurs factures, et donc avec tous les impacts que ça peut avoir, évidemment, d'un point de vue organisationnel. On va pouvoir également, et là c'est plus la partie accéder à de l'information difficilement accessible, on va pouvoir segmenter le portefeuille de créances selon différents types de profils de risque et de paiement. Donc en gros, on va pouvoir analyser les comportements du client, déterminer si le client est je caricature, mais un bon payeur ou un mauvais payeur, avec toutes ces nuances évidemment entre les deux. Et on va pouvoir, dans la notion de profil de risque, surtout arriver à déterminer le risque de défaut. Alors ça va... Tous ces calculs vont nous permettre quoi? Eh bien, ils vont nous permettre d'abord d'intervenir au niveau de la gestion de trésorerie en tant que telle et de reconstruire ce qu'on appelle un tableau de trésorerie prédictif. Donc vraiment en utilisant les dates de prédiction telles que calculées par le système et par rapport à, ou en opposition, je vais même dire, aux dates d'échéance classiques, qui sont des dates contractuelles qui figurent dans le contrat. Et du coup, en reconstituant ce tableau de trésorerie prédictif, en conséquence, on va pouvoir déterminer ce qu'on appelle l'écart de trésorerie. Et c'est donc l'écart de trésorerie qui va consister en la différence justement entre ce qui est dû normalement si on respecte le contrat ou si on respecte les échéances de la facture, et ce qui est prédit par l'application. Et cet écart entre les deux, donc cet écart de trésorerie, va nous permettre de déterminer si oui ou non il y a lieu de combler cet écart, parce qu'on est court ou on est long en cash au moment de l'analyse, et puis surtout de la façon dont on va pouvoir le combler. Donc est-ce qu'on va plutôt faire appel au marché monétaire ou est-ce qu'on va plutôt demander aux équipes de recouvrement de produire un effort complémentaire? Et c'est justement un des atouts de l'application, c'est qu'elle permet également, je le montrerai, de déterminer quel effort complémentaire et où. Et puis enfin, dernier point ou dernier cas d'utilisation, c'est la notion de simulation. Donc c'est de traiter ou de simuler en fait différentes stratégies de recouvrement. Est-ce que durant cette période, je veux concentrer mes équipes essentiellement sur le fait de collecter le maximum de cash? Est-ce que je veux réduire les impacts pertes et profits? Ce sont des choses qu'on va pouvoir simuler dans l'application. Alors, on va aller plus concrètement vers tout ça, bien entendu. On va le voir dans quelques instants. On a parlé de l'intelligence artificielle. On s'est dit en quoi ça pouvait être appliqué à nos sujets de trésorerie. Maintenant, on va parler un petit peu du contexte métier et des enjeux également métiers. Donc, pour repositionner un petit peu le sujet, on parle de trésorerie. Dans la trésorerie, on parle des tableaux de flux de trésorerie plutôt d'exploitation de l'entreprise. C'est-à-dire que là, on ne parle pas vraiment des tableaux de flux de trésorerie, d'investissement ou de financement. Au sein de cette trésorerie et de ce tableau de flux d'exploitation opérationnelle ou d'exploitation, on a différents enjeux. Alors déjà, le premier, c'est la solvabilité et le besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire que c'est d'avoir du cash disponible à un instant T pour pouvoir honorer ses propres paiements d'une part,
pouvoir assurer le fonctionnement de l'entreprise et puis pouvoir donc assurer le fonds de roulement et puis anticiper les besoins de gestion de fonds de roulement. Le deuxième enjeu de la trésorerie, évidemment, c'est l'aspect d'investissement et de croissance, soit de croissance organique ou soit de croissance externe d'ailleurs, hein, c'est de savoir à un instant T de quel levier on dispose pour pouvoir faire croître son activité ou en tout cas faire des choix d'investissement tels qu'ils soient. Et le dernier enjeu, évidemment, il est fiscal, puisque via un certain nombre de mécanismes liés à la trésorerie, on peut avoir des impacts fiscaux. Ça peut rejoindre la notion d'investissement, puisqu'il peut y avoir un certain nombre d'investissements qui peuvent permettre d'avoir des mécanismes de défiscalisation. Et puis, il peut y avoir la notion de cash pooling ou de refacturation interne qui peut engendrer des impacts fiscaux. Donc, pour toutes ces raisons, la trésorerie a un enjeu qui est vraiment essentiel. Et ça reste, toutes les études le montrent, notamment les études de la DFCG, l'une des priorités du directeur financier de la direction générale. Si on va encore vers quelque chose d'un petit peu plus concret dans la diapositive suivante, donc là, en fait, on se dit, voilà, on est dans la trésorerie, on est dans le tableau de flux de trésorerie d'exploitation et on est sur le processus order to cash, d'accord? Donc là, on va parler principalement du recouvrement et de nos clients. Donc, au sein du processus order to cash, globalement, si on a une meilleure segmentation et une meilleure analyse des risques et du portefeuille de clients, si on a une amélioration de la visibilité pour la prise de décision, on va avoir deux choses. D'une part, l'amélioration de l'organisation, et ça, c'est un point important, c'est-à-dire que la solution qu'on vous présente, elle permet non seulement d'améliorer l'aspect financier et de trésorerie, mais elle permet également d'améliorer l'aspect opérationnel au sein de la direction financière. Et ça, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on parle non seulement d'aspect financier, pure finance, mais on parle également d'aspect d'organisation au sein de la direction financière, de qualité du travail. Et tous ces aspects-là donc concourent évidemment à l'amélioration du recouvrement et in fine à l'amélioration du BFR. Mais avant de parler d'amélioration du BFR, on parle aussi d'aspects très concrets autour de l'organisation. Donc, qu'est-ce qu'on faisait si on passe à la diapositive suivante, qu'est-ce qu'on faisait avant et qu'est-ce qu'on vous propose de faire demain? Donc, avant, ce que vous faisiez, c'est que vous aviez une identification très statique des clients à relancer, qui était fondée globalement sur votre date d'émission de facture dans votre ERP, où à partir du moment où vous émettiez la facture, vous appliquiez le délai de paiement qui était renseigné dans les master data, dans les données de référence sur ce client, et vous calculiez la date prévisionnelle de paiement. Et donc, lorsque cette date arrivait ou qu'elle était dépassée, vous aviez différents mécanismes de relance automatique et puis, au bout d'un moment, non automatiques, donc des relances humaines et puis qui pouvaient aller jusque potentiellement à des actions collectives ou individuelles de relance ou de mise en demeure. C'était un calcul figé et non dynamique qui est plutôt approximatif parce qu'il est fondé uniquement sur une date d'émission de facture et sur un délai de paiement dans les master data. Et donc, les équipes passent parfois du temps à relancer des clients sans se focaliser sur ceux qui sont vraiment à risque. C'est-à-dire que parfois, vous allez relancer un client, peut-être qu'il vous aurait payé le lendemain. Ou peut-être que c'est un très bon payeur et que vous allez passer du temps à relancer un client qui, de toute manière, aurait payé à court terme. Et donc, ça, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on vous propose de faire dans le futur et dès à présent avec la solution? C'est d'identifier de manière dynamique les entreprises à risque. Donc, dès le début, on dresse une cartographie des clients qui est dynamique et qui est fondée globalement sur l'analyse comportementale et l'historique des données. C'est-à-dire que si vous savez de manière historique qu'un client va être un bon payeur, même si vous dépassez un petit peu les délais de paiement, vos équipes ne vont pas se concentrer sur la relance de ces clients s'ils sont bons. Et à l'inverse, pour les clients qui apparaissent comme des clients à risque dès le début, vous pouvez d'une part anticiper les relances, voire même très en amont décider de votre stratégie achat ou de votre qualité de contact vis-à-vis d'eux, et puis définir une bonne qualité de recouvrement. Ça vous permet d'avoir un meilleur taux de recouvrement avec des efforts qui sont minimisés au niveau des équipes. Alors, concrètement, hein, si on regarde un petit peu les chiffres au niveau européen, quand on regarde le coût total de traitement associé aux factures impayées, on est en moyenne, selon une étude qui a été faite par Intrum, on est à peu près 2,3% du chiffre d'affaires des entreprises. On est vraiment au niveau européen. Donc c'est un montant relativement important, puisque si on globalise en fait sur le total du chiffre d'affaires des entreprises européennes, on est sur plus de 200 milliards de coûts chaque année au niveau européen dépensés sur les retards de paiement. Alors on sait aujourd'hui, et bon, les 12 derniers mois sont ce qu'ils sont,
Et on a vu sur les 12 derniers mois qu'il y a clairement un accroissement de cette tendance, puisque 71% des entreprises qui étaient interrogées ont confirmé avoir dû accepter des délais de paiement plus longs. Et on voit aussi qu'à peu près 40% des entreprises expriment clairement le fait qu'elles sont menacées par ces retards de paiement. Donc il y a vraiment quelque chose à faire sur ce sujet. Et à nouveau, c'est ça que l'on va présenter quand je présenterai la solution. Alors, il y a évidemment, et on le sait, il existe aujourd'hui un certain nombre d'approches qui permettent de gérer le risque lié au retard de paiement. On sait qu'il y a les agences de notation qui existent. On parle d'Elisphère pour la France, de Dun & Bradstreet, peut-être Bureau Van Dijk ou Moody's. Oui, elles fournissent toute une panoplie d'informations, qu'il s'agisse de bilan, de compte de résultats, d'analyse de risque ou de ratios financiers. Il y a les assurances crédit, effectivement. Il y a le factoring qui permet le rachat de certaines factures. Et puis, il y a les équipes internes qui, de manière générale, travaillent sur, en tout cas, ce que l'on voit la plupart du temps, ce qu'on appelle une relance non différenciée. Donc, vraiment un processus de recouvrement qui est le même, de recouvrement et de relance, qui est le même pour l'ensemble des clients, sans vraiment tenir compte du contexte de paiement de chacun des clients. Alors, si je zoome en fait sur quelques problématiques liées à ces solutions existantes, je peux en citer quelques-unes. La première, c'est d'abord les données sur lesquelles ces sociétés vont se baser, soit pour proposer une limite de crédit, soit pour calculer un risque. Ce sont des données bilantaires, donc ce sont des données qui sont accessibles une fois par an. Donc on va travailler sur une donnée qui est plus ancienne. Alors qu'avec de l'intelligence artificielle, je l'expliquerai, on va pouvoir travailler sur une donnée qui date de hier ou d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très, très différent. Autre cas, et ce que l'on a vu, par exemple, pour les assurances crédit sur les derniers mois, je ne sais pas si ce sont des choses que vous avez expérimentées personnellement, mais on a vu pour certains pays des limites de crédit qui diminuaient. Donc ça veut dire qui théoriquement ne couvraient plus certaines volumétries de business des entreprises, et tout en ayant des primes qui augmentaient. Donc ces situations ont forcé les entreprises qui quand même avaient certains clients avec lesquels elles devaient garantir une certaine volumétrie de business, mais ça les a obligés à prendre des décisions qui allaient au-delà finalement de la limite de crédit qui était octroyée par l'assureur crédit. Et puis le dernier point, il y a les points liés au coût. On sait que le factoring est quelque chose qui peut coûter très cher. On parle quand même de plusieurs pourcents dans certains cas de la valeur de la facture. Et on sait aussi qu'une relance non différenciée ne permet pas de tenir compte du contexte client et donc ne permet pas de déterminer si le client, c'est la première fois qu'il est en retard ou pas. Et donc, on pourrait risquer de l'offenser. Alors, si justement on vient sur les différentes problématiques ou les différents challenges auxquels les entreprises font face de manière générale et les solutions qu'elles voudraient apporter, eh bien on va retrouver 5 points. C'est vraiment 5 points qu'on retrouve le plus souvent en fait quand on travaille avec une entreprise. C'est d'abord la volonté de connaître les habitudes de paiement du client. Donc à nouveau, toujours dans à la fois cette volonté de vouloir différencier son approche client par client, donc d'avoir une proximité plus importante avec le client, mais aussi finalement connaissant les habitudes de paiement du client, arriver à déterminer ce qu'on appelle la fenêtre de paiement et donc de pouvoir utiliser le meilleur moment pour procéder au recouvrement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pouvoir prévoir ses liquidités de manière plus précise. Donc on l'a vu, aujourd'hui, quand on fait des tableaux de trésorerie pour tout ce qui est donné client, eh bien, on va tabler essentiellement sur la date d'échéance et puis, dans beaucoup de cas, on va appliquer une règle de 3 qui va permettre de provisionner une partie sur le mois suivant ou la période après.
mais ça reste relativement incertain. Ici, on va pouvoir vraiment, avec l'intelligence artificielle, améliorer cette précision, puisqu'on va utiliser tous les comportements de paiement, toutes les corrélations qui peuvent exister, par exemple, entre un produit défectueux ou moins mature qu'un autre, et l'impact sur le comportement de paiement du client. Donc, ça va nous permettre aussi de mieux suivre le portefeuille et d'anticiper les problèmes de paiement. Donc, de pouvoir traiter un problème futur avant qu'il ne soit survenu, mais avec des mécaniques d'alerte. Dans les challenges aussi, le fait de devoir ou de pouvoir améliorer ou pas l'efficacité des équipes de recouvrement. Donc, la question qui se pose surtout, c'est finalement dans quel ordre est-ce que je vais procéder par rapport à la stratégie de recouvrement qui est fixée et surtout vers quel client vais-je orienter mes équipes. Et quand je parle de vers quel client, c'est vraiment selon la stratégie de recouvrement, quels sont les clients auxquels je peux m'adresser en premier et qui ont l'impact le plus important sur cette stratégie. Donc vraiment les clients avec un effet de levier le plus important par rapport à cette stratégie mise en place, que ce soit une stratégie de réduction de risque ou de limitation d'impact perte des profits, hein, limitation des créances douteuses ou vraiment une stratégie de cash. Et puis, bah, évidemment, par le contexte client, de renforcer le lien entre l'expérience client et l'optimisation du besoin en fond de roulement. Alors, et si on passe justement au cas plus concret, donc qui va consister en revenir sur différents axes et puis la présentation de ce que ça peut être d'un point de vue software. Mais avant ça, Xavier et moi, nous avions une question à vous poser. Donc, on va lancer un questionnaire qui va s'afficher à votre écran. Et la question est toute simple, c'est est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut vous aider à faire face à ces différents challenges? Alors, 3 réponses possibles. La première, oui, j'en suis définitivement convaincu. La deuxième, c'est je pense, mais je voudrais en savoir plus. Et la troisième, c'est pas vraiment. Je ne suis pas du tout convaincu que l'intelligence peut m'aider. Voilà. Donc, si vous pouviez, j'espère que vous voyez le sondage. Moi, je le vois à l'écran en tout cas. Si vous pouviez juste valider votre réponse. Et Xavier, est-ce que toi, tu vois les résultats? On le voit. Là, moi, je ne les vois pas. Alors, pour l'instant, on voit les questions. Le sondage est ouvert. Tu auras peut-être un bouton qui va permettre de fermer le sondage à un moment donné. Alors, 50%, je suis convaincu, 50%, oui, mais je souhaiterais en savoir davantage. Donc, globalement, ce qu'on voit, c'est que l'essentiel des participants est convaincu et pense que l'intelligence artificielle va permettre d'apporter des choses sur ce sujet, puis certainement de manière plus large au sein de la direction financière. Aujourd'hui, qu'on voit pas, on n'a pas d'intelligence artificielle sceptique autour de la table, en tout cas. Merci Xavier d'avoir commenté les résultats. Alors, on a, de manière générale, ce que l'on fait avec l'intelligence artificielle quand elle est appliquée à la finance, et j'ai même envie de dire de manière plus générale, on va mettre en place un processus en 4 étapes. En fait, ce que je vais faire maintenant, c'est d'abord présenter les 4 étapes, mais ensuite faire le lien entre chacune des étapes et les challenges auxquels vous faites probablement face. La première, c'est vraiment le fait d'enrichir le portefeuille de créances, donc les données du portefeuille de créances avec l'intelligence artificielle. Donc c'est quoi? C'est toute une série de calculs sur lesquels je vais revenir et qui vont permettre d'avoir une vue un petit peu différente du portefeuille de créances. La deuxième chose, c'est soit d'un point de vue utilisateur, mais également d'un point de vue solution aussi, c'est analyser la situation du portefeuille. Et le troisième point, c'est comprendre l'évolution du portefeuille. Donc, on a vraiment toujours les deux axes qui sont quelle est ma position de risque ou ma position ou ma segmentation de portefeuille aujourd'hui et comment évolue-t-elle au travers du temps, globalement, mais on le verra aussi, client par client et puis facture par facture. Et enfin, à la fois l'analyse de la situation du portefeuille et la compréhension de son évolution au travers du temps vont nous permettre de démarrer une série de transactions qui sont à la fois la définition de la meilleure stratégie de recouvrement à appliquer avec les différentes simulations, à la fois déterminer les priorités de recouvrement, donc savoir vraiment où je vais devoir concentrer mes équipes
pour atteindre au mieux les objectifs. Et on va même aller plus loin, on le verra, avec la possibilité de déterminer les meilleurs canaux de communication avec le client, le ton à utiliser et autres. Alors si j'avance, premier point des 5 challenges, c'est connaître les habitudes de paiement des clients. Alors, si je la fais rapidement, et je reviens à nouveau sur les 2 points que j'avais relevés de ta présentation un petit peu plus tôt, Xavier, qui sont à la fois le fait de pouvoir accéder à l'information, et le deuxième point qui sont les prédictions. Nous, en plus des prédictions, dans l'accès à l'information, ce qu'on va faire, c'est développer, enfin c'est ce qu'on a fait, on a développé différents types d'indicateurs qui sont complètement libres de tout biais cognitif. Ce que l'on voit de manière générale, c'est que au travers des habitudes de paiement et de la relation qu'on a avec les paiements, on va avoir ce qu'on appelle un point d'ancrage. Alors, je vais vous donner un exemple plus simple, c'est que on a un client dans les analyses, on avait isolé en fait certains types de clients, on leur avait dit attention, il y a vraiment un risque de défaut très important avec ce client-là, et avec vos clients, donc c'est payeur. Et le client nous a dit mais non, on n'a pas de problème avec ce client-là, et on a posé la question de savoir pourquoi, et il nous avait dit mais en fait c'est un client qu'on connaît depuis 10 ans, ça fait 3 ans que c'est notre plus gros client, donc on a le plus gros volume de business avec lui. Effectivement, ces derniers temps, on a connu quelques problèmes de paiement avec lui, mais on a entièrement confiance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après avoir démontré en fait qu'il y avait un risque de défaut important sur ce client-là, ce client a fait faillite. Et en fait, si on avait utilisé justement les différents indicateurs, qu'est-ce qu'on aurait vu? On aurait vu effectivement qu'il y a ce qu'on appelle un profil de paiement, donc qui va vraiment déterminer la tendance ou la perception que l'on a d'un client d'un point de vue paiement. Et on aurait vu également qu'il y avait un risque qui était en croissance dans le temps, et on aurait vu qu'en fait, déjà 2 ans avant la faillite, il y avait un risque qui était élevé et qui nécessitait déjà intervention. Et donc, nous, dans notre analyse, on va enlever tous ces biais pour pouvoir prendre la meilleure décision. Alors, je pense que la meilleure chose, c'est de le voir dans l'application, de voir à quoi ça correspond. Et, pardon, vous devriez voir maintenant l'application apparaître. Alors, mon objectif, c'est pas de parcourir toute l'application. Il y a certains points sur lesquels je reviendrai. Mais je vais d'abord, sans même expliquer la base, je vais directement zoomer sur un client. Comme ça, vous verrez finalement de quoi on parle. Alors, de quoi on parle? Eh bien, pour chaque client, on va pouvoir avoir une analyse spécifique selon plus d'une vingtaine d'indicateurs. On va retrouver l'historique des paiements, on va retrouver les prédictions, on va retrouver des connexions avec des bases de données externes aussi, Elisphère et autres. On va retrouver du case management. Mais ce qui va être important, c'est qu'on va pouvoir surtout voir l'évolution du profil de paiement du client au travers du temps. Donc ici, j'ai un client qui est un client moyen, donc il est plutôt volatile de manière générale au niveau des paiements, et voilà, parfois je dois faire un petit peu d'effort pour recouvrer le cash, parfois pas. Donc j'ai vraiment un client volatile, mais par contre, depuis mars l'année dernière, j'ai un client dont les habitudes de paiement se détériorent complètement. On voit d'un point de vue risque que c'était un client pas forcément risqué, mais dont le risque s'accroît très fortement également depuis mars, et ça avait commencé déjà en janvier jusqu'à être un niveau de risque maximum. Alors, on voit également différents types d'alertes, mais je reviendrai après. Donc là, je suis vraiment dans toutes les données qui sont calculées. Je reviens sur les plus importantes. On voit la façon dont le client réagit aux relances. Donc, on sait quand le client va payer, est-ce qu'il a besoin d'une relance, est-ce qu'il n'en a pas besoin, est-ce qu'il paye 80% après la première, la deuxième, quelle est sa fenêtre de paiement, est-ce qu'il paye la première ou la deuxième semaine du mois, quel est le jour de la semaine dans laquelle il paye. Et puis, on va déterminer également quel est le meilleur canal de communication pour contacter le client dans la partie recouvrement. Voilà, donc là on est vraiment sur la base, j'ai envie de dire, de l'analytique. Alors, pardon, je reviens, j'ai oublié une chose quand même importante. Donc là, j'étais dans la segmentation et je suis dans l'analyse client, mais au niveau de la facture également. Donc
là, vous allez retrouver tout le détail des factures. Si je me concentre sur la date de paiement, j'ai deux couleurs. Le noir, on est vraiment sur la date de paiement réelle. Le client a payé 40, 27, 29 jours après la date d'échéance. Et ici, en magenta, je suis sur une date prédictive de paiement, donc une date que le système va déterminer selon les comportements du client et selon l'analyse en fait des données qui ne sont pas que des données financières. Donc on va vraiment avoir des données qui sont financières d'un côté, facture, paiement, note de crédit, etc. et des données non financières. Alors, si on continue, il y a la notion de prédiction de liquidité. Donc je viens d'en montrer une partie qui était vraiment au niveau du détail facture par facture, mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin puisqu'on va pouvoir reconstruire les tableaux de trésorerie. Donc là, je suis vraiment dans finalement l'agrégation des données ici que j'ai calculées facture par facture, et je vais pouvoir, lorsque je reviens de manière plus globale, eh bien, ici, analyser en fait mon tableau de trésorerie et voir, j'avais 17-18 millions qui étaient attendus en paiement en cette période-ci, et alors je suis dans un système de démo, les prédictions me disent que je vais plutôt atteindre 300 000 euros, et le reste, les 17 millions étant répartis sur les mois suivants. Alors, pourquoi est-ce que je vais utiliser ça? Je vais l'utiliser d'abord pour ici pouvoir voir finalement quels sont les clients et quelles sont les factures qui devaient être payées maintenant, mais pour lesquelles le système dit qu'il y aura un paiement plus tard. Et puis, je vais pouvoir par la suite, je vais le montrer, mais je voudrais d'abord l'expliquer un petit peu en slide, arriver à déterminer ce gap, finalement, comment je vais le combler. Alors pour ça, je reviens dans la présentation. Voilà. Donc, on va pouvoir suivre son portefeuille. Alors, quand on parle de suivi de portefeuille, il y a plusieurs choses. Alors, la première chose, justement, c'est d'abord avoir une compréhension globale de son portefeuille de créances. Alors ici, je suis sur le portefeuille global, je n'ai pas précisé la notion d'entité juridique, ni toutes les branches, ni les filiales, ni les notions de segments au centre de profit, aux divisions, etc., mais qu'on peut gérer dans l'application. Mais la première chose, évidemment, c'est la compréhension globale du portefeuille. Donc ici, si je reviens sur la position globale du portefeuille, eh bien j'ai 50% de mes clients ici qui sont de très très mauvais payeurs. Donc je sais que je vais devoir mettre énormément d'efforts pour recouvrer. Ce sont des clients qui payent toujours en retard. Il va falloir refaire pas mal de relances, etc. Ça ne veut pas dire que ce sont des clients qui sont risqués. Ça veut dire que ce sont des mauvais payeurs. Les clients risqués ici, par défaut, on voit en connaissant, par défaut, un client risqué, dans 90-95% des cas, effectivement, c'est un client qui passe d'abord par une étape de très mauvais payeur. Et donc, il est d'abord un très mauvais payeur avant de devenir un client qui est en risque de défaut. Mais la connexion entre les deux va dans ce sens-là, pas dans l'autre. Alors, on va pouvoir ensuite, donc ça c'est vraiment pour la compréhension du portefeuille, son évolution, on va pouvoir mesurer aussi ce qu'on appelle une échelle de paiement, donc voir le nombre de jours nécessaires pour recouvrer un certain montant. Et puis surtout, on va pouvoir définir des alertes dans le système. Ici, on avait déterminé pour la présentation une série d'alertes Covid, donc qui permettent de voir le nombre de clients impactés alerte par alerte. Donc, ce soit des alertes d'évolution de risque, des alertes d'évolution d'impayés, des alertes d'évolution de dégradation de profil de paiement. Et on va pouvoir les mettre ensemble, justement, pour pouvoir déterminer un ranking des clients et suivre son portefeuille comme ça. Alors, pour continuer dans la présentation, l'amélioration des équipes de recouvrement, eh bien, elle va passer par la définition de stratégies et par la mise en œuvre de processus bien spécifiques. Ce sera un de mes derniers points dans la présentation de la solution. Donc, si vous vous rappelez
Je reviens en fait au niveau cash. Donc, si vous vous rappelez, j'avais un écart de trésorerie de 17 millions entre ce qui était prévu, ce qui était prédit, pardon, et ce qui était prévu, donc par les dates d'échéance. Et je vais pouvoir, en fait, ces 17 millions, je vais pouvoir les analyser. Enfin, c'est le système qui va les analyser. Alors, dans un tableau un petit peu plus complexe que je ne vais pas détailler maintenant, mais je vais surtout dire que ces 17 millions, en fait, ils sont d'un côté divisés ou segmentés en 14 millions qui sont vraiment très très à risque et qui pourraient soit être outsourcés, soit être traités par une partie de l'équipe qui est dédiée aux clients très risqués. J'ai une autre partie de mon portefeuille qui correspond à 3 millions 82 clients, qui sont les clients pour lesquels le système a analysé en fait que, au travers des comportements, on pouvait faire des efforts complémentaires et collecter cet argent et recouvrer pardon, cet argent. Et j'ai ensuite une tolérance qu'on peut définir sur 500 000 euros, qui sont des clients volatiles et pour lesquels, à nouveau, anticipativement, je pourrais dire, ben, je laisse une chance à ces clients, je ne vais pas m'en occuper et je vais laisser les factures aller jusqu'à l'échéance. Ça, c'est une première chose. Donc, finalement, en discutant avec le trésorier, je vais pouvoir lui dire, mais tiens, moi, avec mes équipes, on pense pouvoir faire un effort complémentaire de 3 millions. Alors, derrière ça, on va pouvoir faire différentes stratégies. On va pouvoir définir une stratégie orientée cash, une stratégie orientée risque, en faisant des sélections. On a pas mal de critères qui permettent de faire des sélections par rapport aux objectifs à atteindre, et on va pouvoir mesurer l'impact en matière de montant à recouvrer et d'efforts finalement pour les équipes de recouvrement et donc la définition d'objectifs. Alors, à partir du moment où je fais différentes simulations, je vais pouvoir les valider. Et quand je les valide, eh bien, les résultats des validations est transféré dans la partie de la solution complètement dédiée au recouvrement. Et je vois par exemple que le système va me proposer des clients dans un ordre bien précis qui vont correspondre justement à des critères de stratégie en fonction des objectifs poursuivis. Et le système va me proposer également, à nouveau, selon le contexte du jour, cette fois-ci, un canal de communication préconisé ainsi qu'un ton à aborder. Voilà, on touche à la fin de la présentation software. Donc, on parle d'efficience. En général, en matière d'efficacité opérationnelle, ce que l'on voit avec nos clients dans la construction du business case, on est sur à peu près une vingtaine de pourcents d'amélioration, voire plus, et on est sur à peu près une trentaine de pourcents de réduction en fait des impayés. Voilà, Xavier, écoute, je vais te laisser la main peut-être maintenant pour parler de la façon Oui, dont je on peut voudrais dire un mot. réconcilier les deux. On va de toute manière, on va bientôt aller vers la conclusion, mais c'est quand même important de s'arrêter sur ce propos-là. Donc l'idée, c'est que vous avez bien compris, hein, il y a deux aspects. C'est que c'est une approche win-win au sein de laquelle, d'une part, en interne de votre organisation, vous améliorez des aspects qui sont financiers, donc le BFR, la trésorerie, et des aspects opérationnels et organisationnels, hein, puisque vous organisez mieux le travail des équipes également. Donc il y a un enjeu d'efficacité et il y a un enjeu également de qualité de travail, d'organisation du travail qu'il ne faut pas négliger au sein de la direction financière. Et puis évidemment, pour vos clients, il y a également un intérêt, alors pour vous également de votre stratégie de définition au niveau des achats, mais c'est que vous avez une expérience client qui est améliorée, vous avez une relation qui peut être plus apaisée, qui peut être également plus fréquente, ou en tout cas qui peut être mieux ciblée, qui permet également d'éviter les conflits ou d'éviter les relances qui pourraient être conflictuelles ou non nécessaires pour dégrader la relation client. Évidemment, vous pouvez être payé à temps, donc ça c'est quelque chose d'essentiel quand même, cette idée de se dire d'améliorer le moment où vous êtes payé. Et donc de définir cette stratégie globale, soit par les risques, soit par le cash, avec ces enjeux-là. Alors, un dernier sondage avant le mot de la fin, c'est est-ce que vous êtes prêt à démarrer un projet d'intelligence artificielle? Alors, trois choix de réponse. Oui, et nous avons déjà commencé. Oui, et nous planifions de commencer dans les 6 prochains mois. Ou non, aujourd'hui, ce n'est pas du tout à l'agenda. Prenons 5 ou 10 secondes, allons-y.
Alors, il y a déjà des réponses. Je vois 50% de réponses, oui, nous avons déjà commencé. Donc, voilà, des personnes qui ont déjà abordé, qui ont déjà débuté. Alors, ça augmente, 67% qui ont déjà commencé des projets en lien avec l'intelligence artificielle et 33%, oui, nous comptons commencer dans les 6 prochains mois. Et 0%, non, ce n'est pas à l'agenda. Donc, encore une fois, voilà, on se rend compte que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est quelque chose de concret, même si c'était un terme qui pouvait faire peur encore il y a quelques temps ou derrière lequel on avait du mal à mettre des choses concrètes. On se rend compte qu'aujourd'hui, pour 67% des participants, c'est déjà parti. Et pour 33%, c'est pas encore parti, mais ça va vite venir dans les mois qui viennent. Alors, Donc ça, c'est vraiment intéressant. On se rend compte que ça devient très concret. Oui, tout à fait. Et effectivement, nous Micropole Evidence, on a une approche que l'on propose étape par étape, hein, pour éviter quand on entend parler d'intelligence artificielle, on pense surtout à de très très gros projets. Et en fait, dans les étapes que l'on propose, c'est simple. C'est d'abord une rencontre avec les différents experts et une présentation plus détaillée de ce que l'on peut faire ensemble. Pour bien comprendre en fait les avantages liés à l'intelligence artificielle. Et ensuite, ce que l'on propose, c'est d'avancer ensemble dans ce que l'on appelle ou un proof of concept ou un pilote, dont l'objectif c'est de vraiment pouvoir traiter vos données dans une phase de test et de construire ensemble le business case ainsi que le projet et de pouvoir déjà déterminer les premiers insights, donc les premières informations issues de vos données et liées aux clients avant un déploiement plus global. Voilà. Alors, tous ceux qui le souhaitent, vous êtes les bienvenus à vous connecter sur le site Improve Your Working Capital with AIevidence.com, qui est le site qui va vous permettre en fait de construire votre business case si vous le souhaitez, donc de voir vraiment quels sont les éléments clés dans le démarrage d'un projet d'intelligence artificielle et de voir là où il y aura les impacts. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et à remplir. Il y a un petit questionnaire, je pense qu'il y en a pour 5 minutes en fait de questions et réponses et qui vous permettront de mieux comprendre en fait les enjeux et les avantages pour vous de l'intelligence artificielle. Voilà. N'hésitez pas à vous connecter là. Non, voilà, je pense qu'on peut vous laisser, si vous souhaitez poser quelques questions, vous pouvez évidemment, celles sur lesquelles on ne répondra pas en séance, on y répondra, on pourra revenir vers vous, y répondre via diffusion des questions-réponses, bien entendu, dans le futur. Je pense que ce que vient de présenter Edouard, c'est important. Vous pouvez vous connecter pour aller faire un petit peu ce petit test là, c'est vraiment intéressant. Puis sur l'approche, je voulais en dire un mot. Voilà, on a une approche qui est vraiment par les use cases et qui nous permet d'être capable de mettre à l'échelle également la solution. On n'en reste pas au POC, bien entendu, c'est important de le dire. On sait mettre à l'échelle et déployer la solution. Également, chez Micropole, on a cette approche qu'on appelle data thinking qui permet de repartir des enjeux, des use cases et de déployer à l'échelle les solutions, y compris des solutions d'innovation et qui sont liées à l'intelligence artificielle ou à des technologies modernes. Donc, c'est important de le dire. Voilà, alors je vous laisse quelques minutes pour poser quelques questions et quelques réponses. Enfin, poser quelques questions auxquelles nous pourrions apporter des réponses. J'ai une première question, Edouard, qui est arrivée et qui concerne les capacités de benchmark. C'est une personne qui demande si, grâce à la solution, on est capable de benchmarker ses pratiques par rapport à d'autres. Alors, c'est une très très bonne question. Pour le moment, on est dans une phase de collecte de plus d'informations pour pouvoir le faire. Mais c'est effectivement l'idée, la solution a été construite initialement pour créer des benchmarks en fait, et donc de permettre à plusieurs entreprises d'un même secteur d'activité ou d'un même cluster de pouvoir se comparer par rapport aux autres. Alors, pas se comparer individuellement, évidemment, ça on ne peut pas le faire pour des raisons de confidentialité, mais se comparer par rapport aux benchmarks qui ont été construits. Donc de savoir si ses clients payent mieux ou moins bien chez soi que vis-à-vis du reste, de savoir si le risque est le même chez soi que vis-à-vis du cluster. Et puis, pareil, si on veut faire du business avec un client qui n'est pas encore client chez nous, mais avec le reste du cluster, de voir un petit peu quels sont ses comportements de paiement. Voilà, avec cet avantage justement de pouvoir bénéficier d'une information en temps réel versus une information qui a 12 ou 18 mois d'ancienneté. Edouard, est-ce que cette solution est proposée également en français, notamment pour pouvoir adresser oui, tout à fait.
Oui, elle est proposée dans la plupart des langues européennes en fait aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour la démo, on utilise tout le temps la démo en anglais pour des raisons de simplicité d'utilisation. Mais oui, oui, effectivement. D'accord. Alors, une question également que j'ai pas bien saisie, je ne sais pas si la personne qui l'a posée peut peut-être un petit peu préciser, donner quelques exemples de données, des Ouais, données grâce à l'IA, mais je pense qu'on ouais, mais j'ai compris la question. Je pense que on y reviendra. je pense D'accord, que ce vas-y, sont Edouard. je pense que ce sont les données sources, Xavier, dont on parle. Donc, c'est de quelles données on a besoin pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Alors, déjà, il y a combien et il y a surtout depuis quand et quelles données. Donc, depuis quand, en général, on va traiter 3 à 5 ans de données. Donc, ça veut dire que quand on commence un projet, ou même un proof of concept, on va travailler sur base d'un historique, donc ce qui va permettre de déterminer les tendances. Et puis, sur les types de données, donc il faut savoir qu'on a un business model oui, on a un modèle de données qui peut être très très large, mais qui part en fait des données de facture, des données de paiement, des données de notes de crédit. Puis quand on parle de paiement, paiement partiel ou pas, ou paiement fragmenté, tout ça c'est géré. Et puis on va avoir tout ce qui est données issues de l'historique de relance, toutes les données historiques des opérations de recouvrement, les données de clients, des zones, que ce soit des géographies, des industries, les données produits aussi, produits ou services. Niveau de maturité du produit ou du service, ou niveau de consommation, évolution de la consommation au travers du temps, des services. On peut aller très très loin en fait. Et tout ça est bien documenté, tout ça a été écrit en fait. Donc ça veut dire que quand on démarre les relations, ce sont des choses sur lesquelles on va plus en détail. Très bien, super. Écoutez, voilà, il y a quelques questions encore. Je pense qu'on pourrait y revenir et y répondre. Et évidemment, on diffusera l'ensemble des réponses à tout le monde. Je pense qu'il est presque midi, il est désormais temps de conclure. Merci beaucoup, Edouard, en tout cas, d'avoir pris part avec moi à ce webinaire. Là, c'était très sympa d'organiser ça tous les deux. Je voudrais dire à tout le monde, voilà, n'hésitez pas. C'est facile d'avoir une première discussion, un premier échange pour envisager des premiers pas autour de use cases concrets ou de choses concrètes chez vous. Donc, on sera évidemment à votre disposition avec Edouard pour pouvoir soit continuer cette discussion autour des différentes technologies qu'on a évoquées, soit envisager la mise en œuvre de la solution ou tout simplement discuter dans un premier temps. Donc, soyez à l'aise vis-à-vis de ça. Merci à tous et à toutes d'avoir participé. Puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Et puis à très bientôt, j'espère, pour continuer à discuter de ces sujets-là de manière plus concrète avec Edouard autour de la solution.